tous. Rebonjour. Oui, bonjour, bonjour Alice. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bienvenue dans ce forum. Et puis pour ceux qui nous suivent depuis ce matin, voici la dernière table ronde de la journée. Donc la thématique de cet après-midi, ce sera la transformation des matières premières agricoles. Comment organiser et gérer la transformation localement. Quel est le bilan de ces actions et puis aussi les perspectives. Alors, autour de la table, nous aurons Véronique Aiglet, Mariam Soro, Axel Emmanuel et Edrine Samba qui manquent actuellement à l'appel, mais qui ne devraient pas tarder à nous rejoindre. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner tout de suite la parole. Donc, en première partie de table ronde, comme à chaque fois, peut-être qu'il y a des nouveaux, donc je rappelle quand même l'organisation de la table ronde. Ça va durer 1 heure et demie. Donc, d'abord, 1 heure où les intervenants vont pouvoir parler de leur expérience et puis donner leur point de vue sur la thématique de la table ronde. Donc, ils sont 4 intervenants, donc ça fait un quart d'heure. Ça fera un quart d'heure par personne. Si vous êtes trop bavard, je me permettrai de vous couper la parole pour que chacun ait le temps de s'exprimer. Et ensuite, on garde une demi-heure pour les questions. Alors, pour les questions, ça, c'est pour les spectateurs, les participants, que vous pourrez voir en bas qu'il y a 2 icônes. Il y a une icône qu'on appelle discussion ou chat en fonction. Dans celle-là, vous pouvez, n'hésitez pas à vous présenter, comme certains le font déjà, saluer vous saluer entre vous. Et puis, si vous avez des questions qui sont spécifiquement destinées aux intervenants, je vous invite à les noter dans la petite icône qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses. Donc, c'est pour celles destinées aux intervenants en lien avec l'intervention. Et puis, quand les interventions auront terminé dans 1 heure, je lirai à haute voix les questions qui seront posées et inviterai les intervenants à y répondre. Donc, dans la discussion, c'est plus des échanges informels. Dans questions et réponses, ce sont des questions pour nos intervenants. Voilà, du coup, on va commencer par Véronique Aiglet, que je vais présenter rapidement avant de lui donner la parole. Donc, elle est la présidente de la société Bioperfect de Aiglet Compagnie Import-Export, qui est une société de production, transformation, d'import et d'export de fruits et légumes exotiques, de produits agroalimentaires issus du commerce équitable. Donc, Véronique Aiglet, après plusieurs années en tant que contrôleuse de qualité de produits pour la première entreprise familiale qu'elle avait entre le Togo et l'Allemagne, elle a développé pas mal de contacts auprès de producteurs et de travailleurs du Togo avec qui elle travaille maintenant et suite à quoi elle a monté sa structure Bioperfect. Aujourd'hui, elle va nous parler de la transformation des produits agricoles en général et puis plus spécifiquement des produits surgelés, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien. Voilà, Véronique, c'est à vous. Vous avez donc un quart d'heure. Merci. Très bien. Merci Alice et rebonjour, hein, et bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux internautes et bonjour aux intervenantes qui sont sur la table ronde. En même temps que moi, bonjour les panélistes, hein, c'est la même chose. Et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui participent à l'événement. Donc, comme Alice a bien su présenter, je suis Véronique Aiglet. Donc, je représente ma société Bioperfect de Aiglet Compagnie. Bioperfect a été créé normalement en 2017, juste en tant que petite entreprise, et nous avons changé le statut en 2019 qui vu le nom Aiglé Compagnie. Donc, je suis responsable pôle agro dans Africa for Good. Et Africa for Good est une structure qui a été mise en place justement pour nous renforcer les entrepreneurs dans l'agroalimentaire ou bien dans d'autres domaines qui nous invitent tous à être une partie prenante dans ce projet mondial, hein, qui est un sujet très, très crucial, agriculture ou bien
agroalimentaire. Donc, je ne vais pas trop faire de présentation. Je vais rentrer, après on va continuer et s'il y aura d'autres choses à rajouter, je rajouterai au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la transformation dans sa globalité. Donc, et ensuite, je choisis le sujet qui est un peu négligé dans l'agriculture en général. Donc, je vais apporter un autre point de vue sur ce domaine qui est en général une mauvaise idée reçue ou bien nos croyances, nos fausses croyances reçues par rapport à ce domaine. Donc, je dirais sans plus tarder que la transformation des produits agricoles dans sa globalité. Donc, qui dit la transformation parle de la production, conditionnement et conservation des produits. Donc, il faut savoir que la transformation est l'un des principaux leviers pour valoriser les produits agricoles de la ferme ou bien des agriculteurs. Donc, des produits dits moins esthétiques parfois, bon, ce sont des produits qui sont transformés. L'objectif ici, c'est d'avoir utilisé tout produit qui sont dans la ferme des agriculteurs qui tombent ou bien qui sont bien évidemment été rachetés par les revendeurs, mais ça peut arriver des soucis un peu, quelques problématiques qui fait que ces produits ne sont pas mis à leur valeur. Donc, vu je peux dire, cet écosystème de transformation qui est très valorisant et aussi florissante pour le monde agroalimentaire. Donc, je dirais que le principal sujet pour l'agroalimentaire est d'utiliser la matière première de l'exploitation pour aboutir à un produit fini, c'est-à-dire directement consommable. Donc, la transformation dans sa globalité permet de transformer les matières premières agricoles. Ça peut être, comme dans mon domaine, les fruits et légumes qui sont transformés dans différents types de produits finis, comme les poudres ou les jus, les compotes ou bien ce projet suggéré que j'ai démarré. Donc, je dirais que euh, c'est un domaine que je fais appel vraiment à ne pas négliger. Donc, la transformation est un élément aussi phare de l'industrie agroalimentaire. Le marché mondial des produits surgelés représente près de 220 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Et le secteur devrait continuer, hein, et ça continue depuis 2018. Nous avons, selon l'étude, que ça accroît et se développe pour atteindre jusqu'à 230 ou bien 231 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2026. Donc, c'est un point, c'est une opportunité à vraiment ne pas négliger. Et ce projet suggéré, nous avons su renforcer nos faiblesses en force. Justement, en 2018, nous avons mis le projet suggéré en place suite à une catastrophe naturelle, la canicule de 2018, qui a fait que nous sommes retrouvés avec des produits avariés, plus de 8 tonnes de produits. Ils ne sont pas avariés en termes gustatifs, mais au niveau visuels, ils sont plus comment je vais destinés à la commercialisation. Donc, nous avons réfléchi et pensé à suggérer. J'ai commencé simplement chez moi. Au départ, je ne savais pas qu'il y avait en sugélation, la différence entre sugélation et congélation. Donc, j'ai commencé à couper, même à donner aux voisins partout. J'ai dit, bon, tout le monde essayez de mettre au congélateur et vous allez consommer. Et nous avons remarqué par la suite de cette transformation que les produits plutôt, en plus, ils étaient bio, donc ils sont transformés directement, j'insiste, sans produits chimiques. Donc, c'était
je veux dire, une valeur ajoutée très florissante et très clé pour ajouter dans ce marché global qui est tendance à évoluer, sauf, je peux dire, notre continent africain qui est un peu, je pense que peut-être par faute de moyens, je vais décrire plus tard. Donc, pour continuer, en 2020, l'évolution de ce marché a pris un tournant particulier. Donc, en effet, la pandémie de COVID-19 a boosté les ventes de suggérés avec une augmentation de, je veux dire, 11,6% des ventes en grande surface, c'est-à-dire en grande distribution. Malgré ce potentiel du monde, euh, la fabrication ou bien la production des matières premières transformables en produits finis est un peu absent sur le marché africain. Donc, moi, je dis que ce marché représente une grande opportunité et vraiment, il faut que nous trouvions un moyen pour pouvoir le développer localement. Et pendant que nombreuses personnes euh, euh, je sais pas, sont confinés chez eux pendant 2020 ou bien qui craignaient leur disparition ou bien la mort, bon, nous tous nous sommes dedans, mais quand même, nous avons passé par cette crise et créé une force et une opportunité. Et en 2020, nous avons mis en place le rayon Afrique, et ce qui, bien évidemment, grâce aux transformations des produits agricole qui a commencé en Afrique et ça a permis que nous avons pu mettre en avant nos produits africains, valoriser ces produits-là auprès des grandes surfaces en France et bientôt qui commencent dans d'autres pays dans le monde qui sont très demandés. Donc, moi, je dirais aussi qu'avec ce projet, nous avons dans Africa for Good commencé à travailler ce projet, à le développer autrement avec d'autres nouvelles stratégies et que bientôt nous allons, comment je vais dire, mettre sur le marché, sur un autre aspect, ce domaine de rayon Afrique. Donc, moi, je lance appel à tous des agriculteurs, à tous je peux dire, des afro-descendants aussi en Europe, la diaspora ou bien un peu partout en Afrique, de vraiment se positionner dans ce domaine de transformation. Donc, je dirais aussi que c'est un écosystème d'affaires très florissant. Très florissant. Pourquoi je dis c'est un écosystème très florissant? La transformation des matières premières est vraiment je veux dire, une ouverture ou bien un écosystème à la fois économique et je dirais aussi, comme nos panélistes ont dit ce matin, environnemental et culturel. Donc, moi, je dirais pourquoi ils sont économiques, parce que vu leur durée de conservation, de conservation très longue, vu la date de création qui peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans normalement, donc qui permettent à la commercialisation plus florissante et rentable tout au long de l'année pour accroître un pouvoir d'achat très, très expansif et permettre aux industriels d'avoir un stock permanent pour la réalisation des produits finis tels que bon, les yaourts, les smoothies, les jus et autres. Sachez que aujourd'hui, ces produits suggérés sont destinés à beaucoup de produits finis qui se retrouvent dans nos assiettes, alors qu'il y a quelques années, les industriels utilisaient beaucoup plus de produits chimiques, beaucoup plus de glucolants alimentaires, alors qu'aujourd'hui, si nous mettons le projet suggéré en place, non seulement que ça permet de cuisson les produits, l'équivalent de produits frais à la portée de main pour transformer ou bien pour
Oui, c'est ça, hein, pour transformer ces matières premières qui est déjà transformées, mais pour le revaloriser plutôt en produit fini, ça permet que les industriels auront euh, une production tout au long de l'année et ce qui fait que l'augmentation de la valeur ajoutée est très, très expansive parce que ça augmente, il n'y a pas de raison de saison qui est fini parce que le produit est déjà transformé et qui est longuement conservé. Donc, dans le cadre que je parle d'écosystème environnemental, je dirais que grâce au système de zéro déchet que nous nous employons dans nos structures, euh, nous faisons en telle sorte que les produits sont récupérés. Les matières premières, je veux dire, ceux qui sont abandonnés dans les champs, ou bien dit de mauvaise qualité esthétique, ou bien il y en a qui donnent carrément le mot, si je peux me permettre, moche pour les consommateurs finaux, ce qui fait que le recyclage de ces aliments ou bien des déchets agricoles peuvent se transformer dès leur tombée des fruitiers pour être utilisés différemment. Donc, on utilise ces produits, que ce soit à l'état frais, à l'état transformé ou bien à l'état dit en quelque sorte esthétiquement avarié, alimentaire, dans le domaine alimentaire, cosmétique et même l'utilisation des déchets en différents segments dans la maroquinerie pardon, et des engrais pour pouvoir avoir une nouvelle production pour les agriculteurs. Donc, dans le cadre que je Véronique, parle. il vous reste 3 minutes. Ah bon? J'ai autant parlé comme ça? Désolée. Donc, je vais aller très vite. Que, bon, au niveau culturel, ça permet aussi, je peux dire, à la recherche hein, scientifique et puis à l'étude du marché pour les porteurs de projets. Donc, je vais revenir là-dessus vu que je n'ai pas assez de temps. Maintenant aussi, dans ce domaine, il y a aussi des inconvénients ou bien des contraintes, hein, comme tout, il n'y a pas que les avantages. Donc, je dirais que ce que les entrepreneurs racontent dans ce métier, c'est le respect de la réglementation, de la chaîne du froid et aussi un défi technique des entreprises. Ce défi est lié aux problématiques des matériels et d'équipements. Donc, qui parle de matériel ou d'équipement parle forcément de financement, de subvention au niveau, je veux dire, financement public pour pouvoir aider les entrepreneurs à être formés, hein, soit formation professionnelle des entreprises pour pouvoir acquérir ce marché. Donc, je pense que faute de manque d'équipement, cela cause un grand manque à gagner pour ce système de production. Et j'invite dans Africa for Good, nous invitons tous la partie économique, les institutions et puis tous les acteurs d'agroalimentaire de venir nous rejoindre et à faire je peux dire, cet écosystème à valoriser plutôt nos produits africains dans un niveau mondial à leur juste valeur parce que nous produisons des produits de qualité en Afrique. Le moment est venu pour que nous arrivons à utiliser ces produits dans des bons escients pour ne pas permettre, je peux dire, la famine parce qu'il y en a qui produisent, mais ils n'en mangent pas parce qu'il y a faute de moyens pour pouvoir mettre ces produits à leur juste valeur. Donc, je Merci pense que beaucoup, je comprends. Véronique. Je suis désolée, ça passe très vite, mais OK, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dont certaines vous étaient destinées, donc vous aurez l'occasion de continuer tout à l'heure pendant d'accord. la demi-heure des échanges. Je suis désolée. Du coup, on va continuer avec Mariam Soro, donc, qui est une entrepreneuse ivoirienne. En 2017, en fait, elle a débuté son parcours entrepreneurial avec la création d'une entreprise exerçant dans le BTP et les services de bureau. C'est par la suite qu'elle a identifié des opportunités dans le domaine de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire
Et elle a décidé à ce moment-là d'étendre ses activités avec la transformation de produits agricoles tels que l'anacarde. Voilà. Aujourd'hui, avec son équipe, elle est dans plusieurs domaines d'activité que du coup, je vais vous laisser nous présenter. C'est à vous, Mariam. Merci Alice. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais tout d'abord vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Et dire merci aussi à Africa for Good de m'avoir associé à cet événement. Comme l'a dit Alice tout à l'heure, je me nomme Mariam Soro, je suis fondatrice de l'entreprise SOMAM, elle l'a déjà tout dit. Et j'avais tout d'abord créé SOMAM, où nous avons exercé, on continue d'exercer dans le BTP. Ensuite, nous avons identifié les opportunités dans le domaine de l'agriculture, de la transformation, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en tant que fille du Nord, j'ai remarqué que nos parents cultivateurs, nos parents producteurs avaient beaucoup de soucis, surtout avec l'anacarde dans les années 2017-2018. Donc, je me suis attelée à pouvoir les aider à résoudre ce problème. Et donc, nous avons créé Soma Magri. Soma Magri est une entreprise spécialisée dans la transformation de nos matières premières agricoles. Pour l'instant, nous travaillons sur 2 produits et nous avons pour projet de travailler encore sur d'autres, mais pour l'instant, nous sommes sur l'anacarde et le miel. Nous transformons l'anacarde en pâte. Cette pâte-là s'utilise comme la sauce, comme on le dit en Europe, la sauce d'acardine. Chez nous, en Afrique, on appelle la sauce arachide. Ça s'utilise comme ça et c'est aussi des pâtes à tartiner. Voilà. Et il faut dire que, comme tout le monde le sait, les bienfaits de l'anacarde a beaucoup de vertus. Donc, par rapport à l'arachide, l'anacarde est quand même sans risque de cholestérol. Voilà. Et pour le miel, nous le transformons en stick. Enfin, nous ne le transformons pas, nous le filetons. C'est du miel pur qui vient de nos champs au nord et nous le transformons en stick qui est plus facile à transporter. Je veux dire, en stick individuel, on peut l'utiliser pour le café comme pour le thé. Voilà. Il faut dire que le secteur de la transformation des produits agricoles, chez nous en Côte d'Ivoire, regorge d'énormes opportunités. D'abord, la Côte d'Ivoire est un gros producteur de matières premières. Tout le monde le sait, nous avons une bonne terre pour produire. Mais ici en Côte d'Ivoire, ce que nous rencontrons le plus avec, je vais dire d'abord avec la production, c'est que nos cultivateurs, peut-être nos transformateurs, n'ont pas les outils qu'il faut, ils n'ont pas, je vais dire, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne production. C'est d'abord le problème au niveau des producteurs. Et donc, en plus de cela, pour la transformation, il faut dire que l'État même de la Côte d'Ivoire encourage les transformateurs. Vraiment, ils encouragent les transformateurs, mais le problème que nous retrouvons chez nous, c'est que les transformateurs ont un problème pour acquérir des machines. Pour notre cas, nous avons, sur fonds propres, nous avons investi dans l'achat de plusieurs machines. Voilà, nous avons pu acquérir nos machines de nous-mêmes. Et là, nous avons commencé notre transformation, mais à la suite, le problème que nous avons eu, et c'était dans le domaine de la distribution. Voilà. Ici, la distribution a un problème comme genre, il est difficile d'introduire vos produits dans les surfaces, je vais dire comme chez nous ici, des surfaces qui sont dirigées par un certain nombre de personnes, je vais dire par les surfaces ivoiriennes,
ici, nous, on vend nos produits localement. Nous, on vend nos produits sur le marché, à la chambre, comment dirais-je, d'agriculture. La boutique paysanne, par exemple, reçoit nos produits. Et là encore, on essaie tant bien que mal de faire de sorte que les produits soient de bonne qualité, parce que là, nous avons un laboratoire d'expertise qui essaie quand même d'analyser tous nos produits avant, ce que tout le monde n'arrive pas à faire. Tous les transformateurs d'ici n'arrivent pas à faire par manque de moyens, mais nous nous attelons à le faire. Et malheureusement pour nous, la distribution est un peu pas trop facile à notre niveau, mais nous essayons quand même, nous faisons de notre mieux. Donc, voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut dire que, avec aussi, je ne vais pas oublier notre fêtière qui est la Chambre du commerce. C'est vrai que la Chambre du commerce nous aide beaucoup. La Chambre du commerce nous aide quand même en faisant les mises en relation, mais ce n'est pas toujours facile, ça n'aboutit pas toujours. Mais bon, on continue avec les formations et autres. Et je pense qu'avec le temps, ça va donner quelque chose de bon. Comme aujourd'hui, par exemple, Africa for Good qui nous reçoit, j'espère que ça va changer beaucoup de choses. Parce que je parle à mon nom propre, mais au nom d'autres transformatrices comme moi. Bon. Donc, voilà un peu. Il faut dire que il existe en tout cas en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup d'opportunités parce que quand je dis beaucoup d'opportunités, je veux dire que nous avons des terres, assez de terres. Nous avons, comment dirais-je, le climat est bon pour les producteurs, mais on a vraiment besoin d'investisseurs pour nous fournir les machines, pour nous fournir, je vais dire, le matériel de travail. Donc, voilà un peu ce que nous traversons. Voilà. Et en ce qui concerne SOMAM, nous avons quand même des défis. On s'est dit que nous avons des projets de champs. Nous avons eu des champs que nous voulons mettre en valeur pour pouvoir nous-mêmes produire. C'est-à-dire que produire nos matières premières, en même temps les transformer. Donc, nous avons eu les champs et nous sommes en train de rechercher vraiment les moyens pour mettre les champs en valeur et ensuite continuer notre production sur ce plan-là. Sinon, nous avons déjà une petite unité avec laquelle on essaie, tant bien que mieux, on essaie de choses de faire avec, mais on espère que ça va aller pour nous. Merci beaucoup, Mariam. Il y a des bouchons en bas de chez vous, j'ai l'impression. Comment? Il y a des bouchons en bas de chez vous, j'ai l'impression. Oui. J'ai entendu un peu les klaxons. C'est ça, je suis en bordure de route, donc le bureau est là juste en bordure de route. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Le temps passe, donc je vais passer la parole à Axel Emmanuel. Et puis, comme pour Véronique, hein, vous aurez quand même l'opportunité de continuer de répondre aux questions dont certaines vous sont adressées à la fin de l'intervention. Du coup, Axel Emmanuel, donc je vous introduis très rapidement. Donc, il est titulaire d'une maîtrise en droit public et sciences politiques et d'un master en fiscalité. Il a travaillé comme banquier avant de tout abandonner pour se consacrer à sa passion, qui est notre passion à tous, le chocolat. Donc, il apprend le chocolat auprès du chef Koné Salifou, qui a plus de 30 ans de métier avant de se lancer seul. Il vient de participer au Salon du chocolat de Paris, porte de Versailles, qui est l'un des plus grands événements dédiés au cacao et au chocolat. Et il nous parlera aujourd'hui de l'évolution de son entreprise et puis la gestion, du coup, en lien avec la thématique, la gestion de ces matières premières. Axel, c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi d'être à ce panel. Remercier déjà Africa for Good et Karine. Et puis aussi, toujours bien heureux d'être là avec la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire
qui a été l'une des institutions qui m'a vraiment boosté dès le début et toutes les portes se sont ouvertes grâce à elle et qui passe aussi des commandes de chocolat avec nous. Je suis très ravi et je les remercie toujours. Et je les salue et je fais un grand coucou. Voilà, merci beaucoup. Alors, je suis Axel Emmanuel, artisan chocolatier. J'ai été champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique, chocolat, pâtisserie. Je transforme le cacao, matière première essentielle en Côte d'Ivoire et que je transforme sur toute la chaîne de valeur. De la poudre de cacao, le chocolat, les pâtes à tartiner, ainsi de suite. Donc, toute la chaîne de valeur, on va même jusqu'au savon au chocolat et tout ça. Donc, on fait vraiment toute la chaîne de valeur pour la rendre plus rentable. Mais il n'a toujours pas été transformé véritablement. Voilà. On est leader mondial avec 2 millions de tonnes de fèves de cacao dans le pays, 40%, qui représente 40% des exportations du pays. Il fait vivre plus d'un tiers de la population et ça, c'est quelque chose qui est vraiment déterminant ici. Et nous, dans notre cas de figure, on a décidé de transformer le cacao. Donc, on a une marque de tablettes de chocolat qui est distribuée dans tous les réseaux Rio de supermarchés. On est même présent dans 12 vols aériens et à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Mais à travers notre boutique en ligne, nous distribuons dans le monde entier. Voilà. Depuis 2016, j'ai décidé d'inclure dans la chaîne de valeur de transformation les femmes et les femmes de planteurs et les cacaoculteurs pour qu'eux aussi soient impliqués dans la chaîne de valeur et qu'ils puissent gagner un peu plus d'argent que tout ce que nous avons vu jusque-là. Parce que les paysans gagnent moins d'un dixième de la chaîne du prix d'une tablette de chocolat et c'est très déplorable. Et donc, moi, mon modèle, c'est vraiment ça, travailler avec des femmes de planteurs de cacao, que tout le monde puisse profiter de cette chaîne de valeur-là. Et depuis lors, nous vendons à travers notre boutique sur la Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays d'Afrique et nous exportons partout dans le monde. Voilà un peu ce que je peux dire aussi de tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui avec la marque Le Chocolatier Ivoirien. Donc, en Côte d'Ivoire, j'ai formé plus de 2000 femmes dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, pour qu'elles soient aussi, elles puissent transformer elles-mêmes leur cacao, le cacao de leur mari, et travailler avec des produits certifiés commerce équitable, bio, et on est vraiment tous inclus dedans pour partager cette richesse nationale qui a lieu d'être partagée parce que le monde rural porte l'industrie du cacao, mais il a la traîne parce que les paysans gagnent. En ce moment, c'est 1 € et des broutilles le kilo de cacao. C'est très aberrant, mais c'est une matière qui nous appartient à nous. Il faudrait nous-mêmes la transformer et profiter de la chaîne de valeur. Donc, c'est ce à quoi je m'attelle à travers mon projet social et solidaire. Et c'est pour ça que je suis ravi de rencontrer le réseau solidaire de Bretagne. J'espère aussi qu'on pourra faire énormément de choses parce que l'un des premiers ingrédients du chocolat industriel, c'est le lait. Et voilà, il y a de la Bretagne productrice de lait. On peut vraiment faire énormément de choses et on serait bien ravis aussi d'avoir d'autres partenariats, particulièrement à travers les machines, hein, pour pouvoir transformer, parce que la matière première, il y en a à profusion. Après, il reste les financements et les stratégies et la machine pour pouvoir les transformer. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux dire sur mon projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel. Voilà qui était bien rapide. Peut-être que vous pourrez reprendre la parole tout à l'heure après les questions. Du coup, on va passer à Edrine, notre dernière intervenante sur cette table ronde. Donc, entrepreneur agroalimentaire basée à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Elle l'a passé, ça fait maintenant 10 ans qu'elle s'est installée sur le continent africain après avoir vécu en France. Et elle a créé il y a 2 ans la Manioquerie du Congo, avec la volonté de produire et transformer du manioc en plusieurs dérivés pour tout d'abord répondre aux besoins alimentaires en apportant une alimentation saine, équilibrée, et puis créer aussi des activités génératrices de revenus pour les femmes et puis d'emploi. Voilà. Donc, Edrine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci à Africa for Good pour l'invitation aujourd'hui, pouvoir participer à ce panel. Donc effectivement, j'ai créé il y a 2 ans la Manioquerie du Congo, mais avant j'ai passé 2 décennies à peu près en
région parisienne et je n'étais pas du tout orientée entrepreneuriat puisque j'étais plutôt dans le social. Donc, j'ai une formation d'assistante sociale en région parisienne, alors avec une spécialisation en psychiatrie. Et j'ai créé, avant d'arriver, donc en 2010, l'association Bakento, qui veut tout simplement dire les femmes, donc dans toutes les dimensions, on va dire. Et l'ambition est d'accompagner ces femmes et de les rendre autonomes dans le multisectoriel, autant dans la santé féminine que dans l'économie. Et donc, depuis quelques années, depuis les expériences que j'ai pu rencontrer au Congo, il a fallu que je réfléchisse à un projet qui puisse non seulement me satisfaire moi, mais surtout répondre à un besoin. Et donc, il est arrivé, il y a 2 ans, de penser au manioc. Donc, j'ai commencé par un des dérivés qu'on appelle le foufou, donc la farine de manioc. Et j'ai été confrontée à un souci d'énergie, donc un manque d'électricité. Et donc, je reviendrai parce que ça fait partie aussi des problématiques que je trouve dans la transformation des matières premières en Afrique. Et il a fallu rebondir. Donc, j'ai très vite rebondi à regrouper les femmes des coopératives pour préparer, pour transformer du manioc. Donc, on a fait un test qui s'est avéré concluant. Et donc, on a avancé comme ça avec certaines femmes qui ont la technique, qui savent vraiment transformer du manioc tel qu'on le mange ici, parce qu'il faut savoir que le manioc est beaucoup consommé. Il est consommé souvent dans la forme bâton de manioc au Congo-Brazzaville et à Kinshasa d'ailleurs. Et donc, il a fallu apporter très vite toutes les techniques qui leur manquaient, donc techniques d'hygiène, la transformation du manioc de façon saine. Donc, il a fallu que je me forme aussi pendant tout ce moment-là. Et est arrivé, en fait, donc on a commencé au mois de décembre 2019, et puis Covid est arrivé très vite, en fait. Donc, mars, les frontières sont fermées. On avait l'ambition très vite de satisfaire aussi l'extérieur parce que ça commençait à se savoir. Et donc, toutes les frontières fermées et l'économie agricole également en berne, puisque pas moyen de circulation, même en interne, au niveau national. Donc, il a fallu qu'on arrête un petit moment pour reprendre à l'ouverture des frontières. Et donc là, il a fallu rebooster aussi l'entreprise, donc la manioquerie, qui venait de commencer, qui était dans son élan on ne va pas dire de croissance, mais plutôt de faire découvrir les produits que nous proposons et puis d'emmener les femmes à adhérer à ce projet-là. Donc, il a fallu rebooster. Et pour nous, l'idée du boost a été très vite l'exportation. Donc, il y a le besoin au niveau national et du coup, on s'est dit, ça serait quand même intéressant, puisque les diasporas étaient en demande, qu'on puisse s'engager vers l'exportation. Donc, ça a été aussi positif, puisqu'on a eu des retours très facilement. C'est ce qui nous a permis de maintenir 11 femmes dans la transformation du manioc à cette époque-là. Et ça nous a donné la motivation. Et ça a donné aux femmes la motivation de pouvoir continuer dans cette activité. Parce que le manioc est certes fait régulièrement parce qu'il est consommé régulièrement dans notre pays, mais ce sont des femmes plus âgées qui le font parce que les jeunes femmes trouvent que ce produit à développer est dégradant.
Donc souvent, ce sont des femmes plus âgées qui s'y mettent. Et malheureusement, on a besoin de ce relais. Et pour avoir besoin de ce relais, et avec la demande massive qui s'accroît, il a fallu qu'on pense industrialisation. Industrialisation plutôt au terme de la mécanisation. Alors, comment mécaniser puisque nous faisons de la transformation semi-industrielle et donc nous travaillons aussi la partie artisanale. Mais certaines étapes de la transformation du manioc peuvent être remplacées par de la mécanisation tout en conservant évidemment toutes ces qui s'engagent à produire du manioc. Donc, il s'est posé le problème de la mécanisation puisqu'il nous manque des machines, comme les interlocuteurs avant moi. On a un souci dans la transformation des matières premières, on a un souci de pouvoir mettre à disposition, de pouvoir installer de la mécanisation dans nos activités. Et ensuite, il y a la logistique. La logistique, en interrégion ou nationale, on est confronté des fois, alors moi je suis à Pointe-Noire, donc la ville économique, la deuxième ville du Congo-Brazzaville, et les producteurs sont dans des villages, mais souvent nos routes ne sont pas praticables. Ce sont des routes qui ne se sont pas développées. Donc, très compliqué de pouvoir faire acheminer, même quand on a des fournisseurs, des producteurs qui veulent vraiment écouler leurs produits parce qu'ils travaillent. On est confronté non seulement à la cherté, parce qu'on a plusieurs péages dans le pays, on a des routes qui ne sont pas bonnes, et on a des fois des taxes aussi qui sont tellement élevées que le prix des fois du produit fini prend un prix important. Donc, au niveau de cette logistique-là, on a besoin aussi, et même au niveau interrégional, quand je vous parlais de l'exportation, il faut savoir que pour moi, au Congo-Brazzaville, c'est plus facile d'acheminer mon manioc en région parisienne que de le transporter dans les pays limitrophes. Alors, c'est d'une aberration, c'est dommage parce que du coup, le manioc reste quand même un produit consommé par tous les Africains et de diverses manières. Du coup, c'est dommage de ne pas avoir ce moyen de développer nos routes interrégionales pour permettre d'acheminer nos produits transformés. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains pays commencent aussi peu à peu à faire des partenariats pour améliorer ces routes, mais ça reste un gros souci. Et il y a également l'énergie. Donc, avoir abandonné une première activité que j'avais dès le départ pour aller finalement vers le manioc, finalement, c'est pas un abandon, c'est que du coup, je l'ai passé de façon secondaire. C'est aussi à cause du manque d'énergie. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures qui puissent nous accompagner, même en installant de la mécanisation pour pouvoir transformer nos produits. Nous avons l'électricité qui n'est pas stable, donc difficile de pouvoir installer des chambres froides, mais nous avons besoin aussi, aujourd'hui, nous avons de l'énergie renouvelable, peut-être qu'on va en parler aussi dans d'autres panels, mais c'est très important pour nous qui travaillons avec, qui avons la connexion avec les espaces ruraux, d'avoir
ces énergies renouvelables pour nous permettre de produire un peu plus. Aujourd'hui, nous produisons par exemple 1 tonne, mais on nous en demande 4. Donc, il nous manque 4 régulièrement toutes les semaines. Il nous manque des machines, il nous manque l'énergie stable, il nous manque les routes qui peuvent se renouveler. Et le dernier point que je voudrais aussi souligner, c'est aussi la création des synergies. C'est très important de créer des synergies fortes. J'ai entendu Madame Véronique tout à l'heure, qui est très implantée dans les supermarchés, et Madame Mariam, Monsieur Axel, c'est très bien, mais on a besoin de fortes synergies pour que nous travaillions ensemble et que nos produits apparaissent vraiment comme un bloc dans les rayons où c'est nécessaire, dans les rayons où on a vraiment besoin de pouvoir montrer que nous avons des produits de qualité. Parce que je pense que l'Afrique est la terre, je peux avoir l'ambition de dire, la plus fertile aujourd'hui, puisque souvent la matière première vient d'Afrique. Et malheureusement, nous n'allons pas au bout de la chose puisque nous ne les transformons pas. Donc, c'est une réelle perte de gains en économie. Et nous avons besoin aussi de permettre aux producteurs de les motiver aussi et de les former. Aujourd'hui, depuis 1 mois, nous avons organisé le Festival du Manioc. L'idée du Festival du Manioc est tout simplement venue pour créer un cluster manioc, créer une chaîne de valeur forte entre tous les acteurs du manioc. Donc, ça part de la mécanisation, mais ça part aussi, in fine, du commercial. Et donc, on a besoin de se connaître tous sur le continent et ailleurs d'ailleurs pour pouvoir écouler nos produits. Ça nous permet aussi de former les producteurs à mieux utiliser, à mieux valoriser ce produit. Aujourd'hui, nous avons des produits variés, nous avons des produits nutritifs. Le manioc est un produit sans gluten. C'est un produit qui convient aussi aux intolérants au lactose. Donc, c'est un produit vraiment qui peut être consommé depuis le bas âge à tout âge. Et aujourd'hui, on veut vraiment le publiciter et puis le mettre vraiment en avant pour pouvoir permettre aux femmes de se nourrir de ce produit. Et aujourd'hui, donc, nous allons sur les routes tous les week-ends pour créer des coopératives. Donc, à l'issue du Festival du Manioc, depuis 3 semaines, nous sommes sur les routes pour renforcer les coopératives, les former, parce qu'il faut savoir que dans le manioc, rien ne se perd. Rien. Donc, nous allons dans la formation, déjà pour la valorisation des déchets du manioc, en biogaz, puisque ça permet aux femmes d'arrêter aussi une partie de la déforestation, parce que nous utilisons beaucoup nos forêts à couper les arbres, et tout simplement parce qu'il leur manque aussi la connaissance. Donc aujourd'hui, nous allons aussi pour leur apporter en fait des techniques d'installation d'un digesteur pour réutiliser ces déchets. Et puis pour le bétail, c'est pareil, utiliser les déchets du manioc. Et puis pour rentabiliser quelque chose d'alimentaire, c'est aussi leur permettre voilà, de sortir des substrats de pleurotes, de champignons. Donc voilà, c'est vraiment très large avec le produit que nous avons. Et donc, voilà, on espère vraiment avoir vraiment cette synergie ensemble pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Edrine. C'était vraiment très instructif. Est-ce qu'on peut passer peut-être aux questions ? La première qui est une question à Mariam. Pourquoi les banques locales ne vous suivent pas dans le financement de vos investissements? Demandent-elles des garanties? Et si oui, lesquelles? Vraiment, la question est bienvenue.
Merci. En fait, malheureusement, je ne pourrais vous dire pourquoi. Lorsque je suis allée vers les banques pour la première fois, j'ai été choquée, si je peux dire ainsi. J'ai été choquée parce que on m'a fait croire que il fallait commencer. Il fallait commencer et c'est après, quand ils allaient voir l'évolution, qu'ils pouvaient m'accompagner. Et donc, je leur ai répondu que dans ce cas-là, je n'aurais plus besoin d'eux alors. Voilà, parce que peut-être dans ce cas-là, je saurais moi-même si j'ai pu commencer, ben, je vais terminer alors. Donc, avec les banques, malheureusement, je pourrais vous le dire. Et ça, ce n'est pas la première fois. Voilà, donc c'est difficile. C'est difficile ici. Je ne sais pas si c'est généralement l'Afrique ou en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile d'avoir des financements là-bas. Pour une nouvelle entreprise, c'est vraiment pas facile. Voilà, il faut être déjà dedans, il faut déjà être en train de faire entrer de l'argent. Voilà, avant vraiment, tu fais entrer de l'argent suffisamment, il faut avoir, ça dit ce que tu demandes même comme prêt, ben, il faut avoir, je vais dire plus que la moitié de ça sur ton compte, peut-être, quelque chose de ce genre. Voilà, donc c'est la petite expérience que j'ai eue avec la banque. Donc, je ne sais pas, c'est un peu ça. Merci. Merci. Peut-être que les autres intervenants ont quelque chose à dire sur leur position face aux banques ou pas forcément? Oui, j'aimerais rajouter. Ah. Allez-y. J'aimerais rajouter une chose à propos des banques. Le souci qu'on a dans l'agroalimentaire, c'est que ce n'est pas un secteur qui est prioritaire. Autant le secteur primaire, tertiaire sera celui que les gens voudraient bien financer, en tout cas que les banques voudraient bien financer, mais les banques y trouvent un souci de... les banques y trouvent un souci de crédibilité. Alors, désolée, parce que j'ai l'impression d'avoir un souci avec ma caméra. Je ne pense pas être visible. Donc, je disais qu'à propos, à propos des banques, elles sont frileuses à nous accompagner parce qu'elles estiment que l'agroalimentaire est un secteur peu porteur, tout simplement parce que nous l'avons aussi mis de côté, nous l'avons un peu négligé, on va dire. Il y a eu des préférences. Je vais parler du Congo spécifiquement. Je suis dans une ville qui est appelée ville pétrolière, et donc mine, pétrole, bois, c'est la priorité. Et aujourd'hui, quand on parle d'agroalimentaire, c'est naissant. C'est naissant dans la... donc, quand on part avec un dossier, bon qu'il soit, il y a beaucoup de réticence de la part des banques. En même temps, je veux dire pour ma part, je ne me dirige pas forcément vers les banques directement parce que je suis une entreprise jeune. Donc, souvent, je m'oriente plutôt vers les microfinances et vers de l'accompagnement plutôt individuel et convaincre déjà ce que nous avons fait, convaincre par les clients que nous avons qui sont fidèles à la consommation des produits en gros volume. Donc, je pense que parfois, on peut adapter nos activités en fonction de la source de revenus à viser. Merci Edrine. Je crois que Axel voulait répondre aussi à cette question. Oui, parce que je suis ancien banquier déjà. Donc ça, c'est... Ouais. Alors, effectivement, ici, c'est très difficile. Hein, c'est très difficile. Ce sont des choses qui sont incompréhensibles pour les entreprises qui débutent. Ils vont vous demander des prêts, des garanties.
véritablement des garanties, mais un fonds que vous pouvez déposer comme garantie avec aussi des sûretés, donc des biens immeubles et tout, ça pour pouvoir être sûr de rembourser. Et ça, très souvent, les jeunes entreprises ne l'ont pas. Donc ça aussi, vraiment, c'est compliqué. Mais ce qui est plus aberrant, c'est que ici, ces banques-là même sont même filiales des grands groupes français comme la BNP Paribas et la Générale, comme je vois en France, mais ils ont même des prêts, des taux ici à des prêts qui vont jusqu'à 20%. Hein, pour les microfinances, 21%, 24%. Quand on regarde les publicités chez vous, on voit CTLM 1%, 2%, ben on est super heureux. On se dit, ah, là-bas, les entrepreneurs sont au paradis, quoi. Mais ici, le taux est encore plus élevé, mais il y a beaucoup de demandes. Donc, du coup, moi, je m'oriente directement vers d'autres fonds, d'autres styles de financement. Voilà. J'ai fait un crowdfunding en 2016 dans le 10e Cité Paradis avec KissKissBankBank. Ça peut être une manière de lever des fonds. Et puis aussi des ouvertures de capitaux, de notre capital et tout ça, ce genre de choses-là. Mais sinon, avec les banques ici, c'est très compliqué. C'est ce que je pourrais dire. Et du coup, Axel, pendant que vous êtes là, il y a une question qui vous était adressée. Quels sont les plus gros enjeux auxquels vous faites face pour le développement de votre structure? Donc financier ou autre? Oui, déjà financier, parce que le cacao, ça demande énormément de capitaux. Donc, il faut vraiment plus d'investissement. La matière première, il faut l'acheter à profusion. Pour faire le chocolat, il faut avoir beaucoup d'argent. On peut commencer tout petit, mais après, quand ça commence à croître, on est devant une grosse demande et il faut de l'argent pour un fonds de roulement et tout ça. Pour d'autres, le second challenge, c'est la météo. Hein. Ici, le chocolat, il ne fait pas bon ménage avec la chaleur. Mais c'est pour ça que nous avons développé plusieurs types de produits de la chaîne de valeur, tels que les glaces au chocolat. Comme j'ai dit, on va jusqu'au savon au chocolat. On peut faire des bières au cacao. Il y a énormément de choses. La chaîne de valeur est très, très, très énorme. Et nous, on a décidé de pouvoir profiter parce que le chocolat que vous voyez, il représente 30% de la chaîne de valeur. C'est encore rien, contrairement à tout ce qu'on peut avoir après. Donc, le challenge, la météo, après ça, aussi, comme j'ai dit, la consommation n'est pas aussi développée en Côte d'Ivoire, la consommation du chocolat. Donc, il faut mettre une stratégie voilà, une belle stratégie pour pouvoir le commercialiser ici sous d'autres formes. Hein, par exemple, ou bien faire en sorte de pouvoir l'exporter dans des pays où la consommation est développée, parce que le marché, c'est tout simplement la définition du marché, c'est endroit où vendeurs et acheteurs se retrouvent. Donc, si les vendeurs sont en Occident ou en Bretagne, il faut aller les retrouver. Par exemple, la plus grande usine de pagne d'Afrique, elle n'est pas en Afrique, elle est en Hollande, mais le marché du pagne en Afrique, donc ça vient de la Hollande, qu'on appelle le wax hollandais. Donc, un produit, nous, sur notre site Internet, il est ouvert dans le monde entier. Il y a des fois, on va à Monaco, on va à Séoul, les gens achètent. Donc, un produit, il est fait pour être vendu dans le monde entier. Donc, voilà, c'est vraiment ces différents challenges que nous avons. Voilà. Le deuxième point aussi, c'est les machines qui ne sont pas ici. Hein, vraiment, qu'il faut vraiment faire. C'est pour ça qu'on aimerait avoir ces genres de partenariats là, avec des sachants ou des écoles de là-bas qui sont dans le domaine de l'ingénierie, fabrication de machines, qu'on pourrait peut-être faire un partenariat sur place ici pour nous aider à transformer. Les machines ne sont pas faites ici. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Concernant les autres questions que je peux avoir, qui sont peut-être autour de l'export et de la logistique liée à l'export, et comment on développe ces ventes à l'étranger. Est-ce que l'un d'entre vous quatre souhaite y répondre? Oui, moi je vais y aller rapidement. Je crois qu'il y avait une question pour les sports. Pour nous, comme je disais, le challenge, c'est la météo. Pour transporter nos produits, on part par avion. Donc, le fret aérien, il est toujours réfrigéré. L'avion a souvent des températures négatives. Donc, le chocolat est mieux ainsi pour pouvoir être transporté. Et une fois que ça arrive en Occident, c'est l'endroit idéal avec la météo pour garder le chocolat. Donc, c'est le transport comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est pour vendre dans l'Occident, parce que je crois qu'il y a une question qui s'est adressée à moi. Pour vendre en Occident, il faut vraiment être aux normes internationales. C'est-à-dire,
notre cacao, on ne travaille pas avec le cacao qui n'est pas certifié, donc certifié commerce équitable ou fair trade ou quelque chose comme ça, UTZ. En plus aussi, un rapport d'analyse contrôle qualité pour être conforme aux réglementations. Et puis bon, il est à même de pouvoir se vendre dans le monde entier. Voilà. Edrine, Mariam ou Véronique, vous voulez ajouter quelque chose sur votre retour d'expérience quant à l'export? Ces difficultés ou justement... Oui, je vais rebondir sur ce que les autres panélistes ont dit. C'est vrai que domaine export, il y a difficulté parfois de respect de normes et de réglementations. Et aussi, il y a aussi ce problématique de certification qui est un peu difficile à avoir en Afrique. Ça revient toujours au même point de financement et autres. Donc, pour exporter, il faut respecter certaines règles. C'est obligatoire. Donc, il faut déjà avoir certificat d'exportation. Il faut avoir beaucoup de certificats minimum. Si on transforme, c'est encore un peu plus élaboré que le transport en elle-même simple. Donc, aussi, ça part de la production, de la ferme, de l'agriculture, donc jusqu'à arriver au niveau du port de l'aéroport d'expédition. Donc, il faut certifier la ferme, l'entreprise et en même temps les produits avant de pouvoir exporter. Voilà mon point de vue que je peux rajouter. Si c'est qu'on a le temps, je continuerai, mais je pense que je vais m'arrêter là. OK. S'il y a une autre question, je ne sais pas. Je pense qu'Edrine voulait prendre la suite. Oui, je voulais rebondir sur la dernière phrase de Madame Véronique à propos de la certification. Alors, nous, on a un souci, par exemple, mais national, c'est que la normalisation, la certification et la labellisation sont en cours. Donc, on est obligé de s'orienter vers l'extérieur pour pouvoir normer nos produits. Et donc, ça, au niveau de cette logistique-là, si on doit, comment dire, transposer les frais techniques de cette démarche, le produit coûtera un peu plus cher. Donc, pour le moment, avec nos fonds propres, nous avons cette difficulté-là que nous comblons, mais nous avons besoin aussi d'avoir des accompagnements, de l'accompagnement, mais ça c'est général aussi, c'est général à mon pays, mais à d'autres pays. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de vendre, parce qu'actuellement, ce sont plutôt des revendeurs, des centrales d'achat et des revendeurs, puisque mon produit reste tout de même certifié d'extérieur. Mais on a besoin en Afrique d'avoir des laboratoires qui puissent nous accompagner dans ces certifications que certains pays n'ont pas. Et justement, là-dessus, est-ce que les États, donc les pays, le Togo, le Congo, la Côte d'Ivoire, vous aident, vous accompagnent dans vos activités, que ce soit sur l'export ou alors sur le financement, comme on parlait tout à l'heure, ou dans l'obtention des certifications? Non, pas du tout, hein. Bon, en tout cas, à mon sens, c'est un peu compliqué d'accompagner en termes agroalimentaires, comme déjà évoqué. Je pense que ce soit la banque ou le gouvernement et autres, ils ont toujours tendance à penser que c'est un métier à risque. C'est vrai que c'est à risque, mais ce sont des risques maîtrisés. C'est pour cela, bien évidemment, je reviens là-dessus, il faut savoir se former. À chaque métier, il faut l'apprendre. Et donc, il y a beaucoup de choses à se former dessus pour pouvoir, une fois les risques sont maîtrisés, je pense que il faut juste arriver à vouloir les convaincre par rapport, bon, il veut des preuves, hein, il veut des preuves. Bon, pour rebondir à cette question,
Non, ils n'aident pas parce qu'ils sont frileux, ils sont… je veux dire aussi qu'il y a une partie du gros du marché qui ont mis la main sur ce métier, hein, bon, il faut le dire. Donc, c'est un domaine de combattants. Il faut pas se laisser faire, il faut pas s'arrêter. Je sais qu'il y a pas de moyens, mais je pense que ce que nous devons faire appel, bon, ce qu'on a toujours fait depuis d'ailleurs, mais c'est compliqué de les convaincre, mais nous devons s'unir, utiliser nos forces et créer, mettre en place une synergie, comme Edwin a dit, pour pouvoir, vu d'ailleurs l'objectif d'Africa for Good, l'idée c'est de faire tout pour pouvoir arriver à avoir, je peux dire, qu'est-ce que je peux dire dans ça? Avoir aussi, je ne sais pas si, comment je dis le mot, euh, si c'est l'intérêt de la part du finance public ou bien de leur prouver que ce domaine, ils savent vraiment que c'est très, très, très porteur. C'est un domaine en plein conscience, en plein essor d'ailleurs. Il ne faut pas qu'on dise le contraire. C'est juste que les risques à maîtriser tout simplement. Donc, il faut mettre en place l'équipement pour les agriculteurs et les matériels pour pouvoir arriver à mettre le produit à leur juste valeur. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres souhaitent ajouter quelque chose en lien avec cette question? Sinon, on a d'autres questions, alors elles qui sont plus d'un point de vue de gestion et d'organisation interne à vos structures respectives. C'est si vous arrivez à produire aujourd'hui à une échelle industrielle qui permet de limiter les coûts. Et puis, une autre sur la formation des collaborateurs. Est-ce que c'est vous qui les gérez ou… Alors, peut-être que Christian pourra poser sa question à l'oral. Mais qu'en est-il de la formation des collaborateurs? Les collaborateurs sont-ils formés ou l'entrepreneur doit-il les former lui-même? Oui. C'est une gestion de son recrutement, là, du coup. Je peux répondre? Oui, bien sûr, Véronique. Oui, bien évidemment, une structure qui se lance dans la transformation est obligatoirement doit être formée, je veux dire, doit obligatoirement avoir des certificats, soit ISO ou bien le HACCP, obligatoire pour pouvoir mettre cette production à l'échelle internationale ou bien même localement, minimum. Il y a des analyses à faire, il y a des, comment je vais dire, des certificats de production, d'autorisation d'installation à avoir et de production à avoir. Donc, évidemment, l'équipe, au niveau de la structure, une ou deux personnes pour certains certificats comme HACCP, il faut juste soit le gérant ou bien un salarié de l'équipe pour être formé et pour avoir cette autorisation, c'est déjà suffisant. Mais s'il faut que tout le monde se forme aussi, c'est encore mieux. Maintenant, au niveau d'ISO, aussi le niveau de management, à mettre en place ISO 9001, par exemple, il faut avoir cette certificat d'hygiène de qualité pour pouvoir vendre ces produits, parce que ce sont des certificats qui sont demandés tout le temps par nos clients. Obligatoire, c'est l'étape obligatoire pour pouvoir mettre ces produits à la commercialisation. Voilà. Axel, je pense que vous vouliez prendre la parole aussi. Oui, oui, effectivement. Dans mon domaine, dans le cacao ici, surtout dans le chocolat, il n'y a pas d'école. Donc, c'est moi qui ai formé tous mes collaborateurs. Voilà, donc, et ça, c'est vraiment très difficile. Il y a des agronomes, mais il n'y a pas d'école pour apprendre à transformer toute la chaîne de valeur même du cacao. Ça, pourtant, il y en a beaucoup jusqu'au jus de cacao, parce que le cacao, c'est un agrume. On peut avoir plusieurs dérivés. Donc, moi, c'est moi qui les ai tous formés.
Voilà, donc ça, ce côté-là, c'est aussi un des challenges. Donc, c'est pour dire qu'il y a une opportunité en termes de formation pour faire une école de transformation ou voilà, comme on appelle ça, école Montpellier-Supagri ou Paris Agritech, ce genre de choses-là qui va être spécialisée dans la transformation du cacao. Et ça aussi, c'est une opportunité d'affaires qui pourrait intéresser ici. Voilà, donc c'est moi qui ai formé tous mes collaborateurs aujourd'hui. Concernant Mariam et Edrine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, sur la formation de vos collaborateurs? Ah, votre micro est coupé, Mariam. Excusez-moi. En fait, comme je disais, pour moi, quelque chose à ajouter, je pouvais dire non, mais j'ai plutôt une question à poser. Si je peux tout simplement présenter mon stick de miel pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, si c'est possible. J'espère qu'on m'entend. Oui, oui, on vous entend, allez-y. Oui, oui. Ben voilà comment se présente le coffret. Ben, il est ouvert avec des sticks de ce genre que nous avons. C'est des sticks de 15 mg. Voilà, c'est individuel et donc ça s'utilise avec du café, du thé, c'est-à-dire on peut l'emporter dans la poche, dans le sac à main, aussi facile à transporter. Les enfants aiment même le sucer directement. Donc voilà un peu. Merci. Merci. Il y a une question pour Véronique. Vous avez mis en chantier le projet Rayon Afrique dans la grande distribution française et il me semble de mémoire dans les Leclerc en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu brièvement? Oui, bien sûr. Comme j'avais déjà évoqué tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parle. C'est bon? Non, c'est bon, j'ai coupé le micro. OK. Oui, nous avons mis en place ce projet Rayon Afrique. Nous avons remarqué que certaines problématiques, surtout en Occident, nous tous on vit là et nos produits en manquent dans les rayons. Donc, vu l'objectif d'idée, et il y a d'autres rayons sauf rayon Afrique. Donc, et ce rayon a été mis évidemment dans les rayons de Leclerc. Maintenant, c'est vrai que le décollage n'était pas du tout facile et ça revient aussi à ce sujet de formation. Même aux entreprises, beaucoup d'entreprises en Afrique ont besoin de se former pour pouvoir avoir le niveau comment, de respect des réglementations et de normes pour pouvoir mettre les produits dans les supermarchés. Donc, mais c'est vraiment un domaine très porteur que je demande aussi que beaucoup, bon, c'est vrai que j'avais déjà dit, mais ça revient à la fois que ce problème de financement ou bien de moyens d'équipement, je pense qu'il faut partir par là et pour pouvoir sensibiliser la population, d'aller sur cette voie de transformation de nos produits. Donc, évidemment, ils sont demandés tous les jours. Nous avons eu même certains magasins, des gros magasins européens qui ont demandé nos produits qui sont mis dans les rayons. Donc voilà, nous travaillons dessus, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que la personne a voulu comprendre dans ce sens-là. Allô? Oui. Je ne sais pas ce qu'ils veulent comprendre d'autres, s'il n'y a pas à la mise en place de
du rayon. Je pense, ou peut-être que je peux donner la parole à Christian qui l'a posé, mais j'imagine comment vous avez réussi à intégrer le marché français, je pense. Oui, c'est simple. Bon, je sais, c'est pas simple, on dit le mot. Je dirais que ça a été simple pour moi parce que je travaillais avec eux avant, ou bien je suis toujours leur fournisseur. Donc, c'est un projet que, quand on a un projet, il ne faut pas hésiter, il faut aller voir ses partenaires et puis poser un vrai dossier et essayer d'établir un modèle économique qui va de leur sens aussi, qui voit l'intérêt sur le projet. Et je pense que une fois, eux aussi, ils ont remarqué qu'ils sont gagnants dedans, ils acceptent. Quand tu vois qu'ils ne sont pas gagnants, d'un côté c'est perdant, le projet n'aura pas lieu. Donc, ça a été, bon, je ne vais pas dire le mot facile, mais ça a été accessible pour moi parce que j'ai simplement saisi de l'occasion ou bien c'était en plein Covid que tout le monde cherchait un moyen de se développer. Soit je lance un nouveau projet innovant ou soit on met la clé sur la porte. Donc, cette idée était arrivée à un point nommé au moment où tout le monde est à la maison, ils ont besoin de consommer les projets transformés tous les jours. Donc voilà, maintenant pour arriver à mettre les projets, les produits ou bien référencier nos partenaires, je veux dire les entreprises africaines, je pense qu'il faut juste travailler en amont sur le projet et puis qu'est-ce que je vais dire d'autre? Venez nous voir au niveau de Africa for Good. Nous sommes là pour vous former et puis pour référencier vos produits. Il y a vraiment de la demande, je vous assure, dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au sein d'Africa for Good, soit les représentants ou bien moi dans le pôle agro. Et nous sommes là à vous accompagner de A à Z, que ce soit au niveau de la commercialisation, parce que pour mettre les produits dans les rayons, il faut évidemment passer par la commercialisation. Pardon. Et il y a un métier de commercial dedans, donc à passer par là. Et ensuite, il faut sélectionner les produits. Donc, pour sélectionner, il faut travailler sur le produit à leur niveau gustatif et niveau esthétique. Et puis, le respect des réglementations, qui est un grand défi. Voilà. Donc, nous sommes là aussi à assurer tous ces genres de formations, comment mettre ces codes barres, comment mettre ces étiquettes, comment respecter les valeurs nutritionnelles sur les emballages pour pouvoir commercialiser le produit dans la grande distribution. Alors effectivement, comme vous le rappeliez, Véronique, il y a un mail qui est pas mal passé dans la discussion, mais pour les participants qui ne l'oublient pas, il y a un mail qui est contact@africa4good, donc africa4good.com, vers lequel nous vous recommandons de contacter, comme ça vous pourrez être mis en lien avec les bonnes personnes. Mariam, je vois que vous levez la main. Vous voulez reprendre la parole ? Oui, en fait, je vais rebondir sur le sujet que Véronique avait utilisé tout à l'heure pour ça. Comme le sujet de Véronique sur, comment dirais-je, le surgelé. C'est un sujet qui m'a vraiment touchée. C'est un sujet, je vais dire, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà travaillé auparavant, réfléchi, fait des recherches, parce qu'il faut dire que chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de produits périssables. Beaucoup de produits périssables. Vraiment, si on pouvait avoir cette idée de surgeler, ça allait vraiment aider nos paysans. Et puis, bon, il faut dire que nous on allait gagner beaucoup parce que la plupart du temps, les produits, quand ça arrive à une certaine étape, je vais dire, quand le produit dure, on est obligé de jeter à la poubelle.
Donc, cette idée de surgeler, vraiment, ça allait beaucoup nous arranger. Mais comment le faire? C'est la question qu'on se pose. Parce que là, comme elle le disait, c'est pas forcément au réfrigérateur ni au congélateur. Je pense qu'il y a il y a du travail qui se fait en amont, il y a du travail qui se fait derrière. Mais nous, on voudrait savoir s'il y a une formation pour ça ou quelque chose de ce genre. Parce que ça va vraiment aider la Côte d'Ivoire. Merci. Oui, bien sûr, Mariam. Je te remercie pour avoir appuyé sur ce point. Bien évidemment, nous sommes des experts, je peux dire, si je peux me permettre, dans ce sujet de formation. Moi-même, j'ai formé mon équipe pour cela au Togo et ici. Sachez que le sujet a été réalisé, a commencé ici et nous avons amené le projet au Togo. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a, nous-mêmes, c'est moi-même, c'est une expérience, comme je viens de dire. J'étais assise devant 8 tonnes de produits, ce n'était pas rien. Donc, il faut réfléchir, il faut partir de ces faiblesses pour avoir des forces. Et là, l'idée est venue, j'ai commencé et après, c'est bien évidemment, je suis partie me former un petit peu pour avoir en question professionnelle, pour avoir le niveau, pour pouvoir commercialiser ce produit. Donc, évidemment, nous sommes là à venir à vous former. Moi, c'est ce que nous disons depuis, de faire la sensibilisation sur ce domaine au niveau du gouvernement ou bien des structures ONG ou ceux qui peuvent accompagner. Il y a GIZ qui peut vous apporter ce coup de main. Donc, à part cela, nous, avant d'aller voir ces structures, nous sommes là à vous former dessus. Au niveau d'équipement, bien évidemment, il faut des équipements. Il faut aussi savoir que les produits suggérés, la réglementation au niveau de la chaîne du froid est exigée. Donc, ce sont des choses à apprendre. Quelles sont les températures à respecter de la production jusqu'aux livraisons des produits. Donc, ça part par comment je vais dire, le transport aussi, la logistique. Donc, tout cela, la logistique, c'est dès le départ de la production jusqu'à livraison. Voilà, donc il y a des produits, des machines, hein, comme je me rappelle de ta question, et ce n'est pas des congélateurs. Oui. C'est un surgélateur, ça s'appelle, comme le mot surgelé. Donc, des machines industrielles ou bien il y en a aussi artisanales. Mais il faut savoir utiliser ces machines. Et bien évidemment, il y a des formations dessus pour savoir utiliser ces machines et pour pouvoir élaborer le produit vraiment à de bonnes conditions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Marie. Oui. Merci. Okay. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la table ronde parce qu'on avait dit que ça durerait jusqu'à 17h30. Et donc, il faut... je pense que ça pourrait être la fin, sauf si Axel, Mariam, Edrine ou Véronique, vous avez encore un dernier mot à dire. Oui, déjà, très content et avec Véronique, on va peut-être poursuivre parce qu'en ce moment, on a la possibilité d'aider ces femmes avec lesquelles on travaille, avec un grand stock de poudre de cacao qu'on a travaillé, qui pourrait être aussi, qui est déjà certifié, qui pourrait être aux normes pour entrer dans les supermarchés. Ce serait pas mal. Voilà, parce que le marché de la consommation du cacao est beaucoup plus dynamique en Occident. Donc, voilà, c'est une tribune aussi qu'on peut trouver pour pouvoir écouler nos produits et faire du réseautage. Donc, je serais vraiment partant. Et voilà, c'est ce que je pourrais aussi ajouter. Oui, Axel, nous allons en parler après. Et bien évidemment, dans ce domaine, nous avons une demande là-dessus. Si vous transformez, on va en parler après. D'accord? OK, bien. Après, j'ai vu dans les questions qu'il y avait des questions un peu plus générales sur l'accompagnement d'Africa for Good, par exemple. Sachez que demain, à 17h30, il y aura un moment plus de questions ouvertes qui ne sont pas en lien directement avec les thématiques qu'on aborde dans chacune des tables rondes. Donc, toutes les questions seront répondues. Si ce n'est pas maintenant, ça sera fait d'ici demain soir.
Voilà. En tout cas, un grand merci à nos 4 intervenants de cette table ronde. Encore un grand merci à tous les intervenants de cette journée. Pour demain, il y a un nouveau lien de connexion qui vous a été envoyé. Donc, ce ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Demain, on aura à nouveau 3 tables rondes. Donc, la première sur un sujet donc de l'agriculture éco-responsable dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, mais où on sera plus orienté sur les outils numériques, les technologies liées à ce secteur. Donc, vraiment une autre réflexion. On parlera aussi des financements de projets. Donc, quel financement pour les projets, pour les filières, toutes filières confondues et les projets innovants en Afrique. Et puis, un dernier thème qui est tout aussi intéressant sur le commerce international en général et puis la multiculturalité. Donc, comment faire du business avec une culture qui n'est pas la sienne et comment établir la confiance, qui est vraiment un sujet très intéressant parce qu'on y est tous confrontés dans la vie personnelle ou professionnelle quand on sort un petit peu de chez soi. Donc voilà, ça seront les 3 thèmes pour demain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, ça recommencera comme ce matin à 10h30. Enfin non, ce matin, c'était 10h. Donc demain à 10h30. Donc, je vous attends tous dès 10h15. N'hésitez pas à vous connecter en avance pour qu'on puisse commencer à l'heure. Ce sera 3 tables rondes d'1h30. Vous aurez aussi l'opportunité, la possibilité de poser vos questions. Et puis, n'hésitez pas à continuer dans la discussion, à noter vos profils et vos contacts pour que les synergies puissent se créer après ce forum. Voilà. Je vous remercie encore tous les intervenants et puis aussi les participants. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci. Et à demain pour tout le monde. À demain. À demain. À demain. Thank you.